vers les années 85, Ron Poulenc s'était rapproché un petit peu de Calgene, et notamment de Sahlqvist, et ils se sont dit, on ne va pas simplement essayer de chercher une molécule similaire au glyphosate, on va également faire des petites recherches pour essayer de voir si on ne peut pas trouver des gènes de tolérance au glyphosate dans la plante. Et ils ont travaillé d'ailleurs avec Calgene à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dedans. Alors ils ont pensé, il y avait un grand herbicide chez Ron Poulenc à l'époque qui s'appelait le bromoxynil, qui était un herbicide qui était essentiellement sur les céréales et les colzas d'hiver et de printemps. Ils ont également demandé, à l'époque, ils ont eu une collaboration avec Calgene pour essayer de trouver des gènes de tolérance dans le colza qui permettaient donc de traiter les mauvaises herbes et d'épargner le colza, comme vous le savez, d'hiver ou de printemps. Et donc c'est comme ça que Ron Poulenc a finalement découvert, en tant que société française importante dans l'agrochimie et dans la protection des cultures, les biotechnologies. Alors ça m'amène directement à Roger Sahlqvist, qui est un homme tout à fait étonnant, qui n'était pas un chercheur lui-même, mais qui a été, si j'ose dire, plus que le porte-parole, ça a été le directeur de Calgene, et qui a vraiment fait qu'aux États-Unis, dans la décennie des années 80, il a vraiment, avec son charisme, porté la biotechnologie végétale. Calgene était une société essentiellement, donc, dont les actionnaires étaient des chercheurs de l'université de Davis, qui avaient décidé de monter ça parce qu'ils croyaient profondément à cette nouvelle technologie. C'était des gens tout à fait extraordinaires, d'une inventivité exceptionnelle, qui d'ailleurs, sur le plan sociétal, Calgene se situait vraiment comme Genentech tout au début et un petit peu dans la lignée d'Apple, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient du poil à gratter sur le plan scientifique et qui cherchaient vraiment des trucs de rupture. Dès qu'on leur disait ça en biologie moléculaire c'est impossible, c'était la meilleure façon d'être sûr qu'ils allaient commencer à travailler dessus pour démontrer que ça n'était pas impossible. Donc il y avait une émulation absolument extraordinaire. Ils ont même tout de suite réfléchi, et d'une façon très intelligente, à comment est-ce que, et j'y reviendrai ensuite parce que ça a été une grande leçon pour l'industrie, pas tous, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre nous dans l'industrie, comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies? Il y avait effectivement la voie dont je vous ai parlé, qui était celle de première génération, qui est encore celle qui existe aujourd'hui, de rendre des plantes résistantes aux insectes ou de rendre des plantes résistantes ou tolérantes à un herbicide pour permettre de tuer les mauvaises herbes autour de cette plante, etc., ou éventuellement des plantes résistantes aux attaques fongiques. Et Calgene a dit, mais il y a bien d'autres choses qu'on peut faire, et ils se sont lancés dans ce que vous voyez ici, qui s'appelle Flavor Saver. Mal écrit, c'est comme d'habitude, les Américains aiment bien, ils sont paresseux, ils aiment bien contracter les mots. Donc Flavor Saver, ça a été l'idée de dire, mais finalement, pour que le public accepte les biotechnologies, on va leur montrer que ça peut avoir une valeur pour eux. Et on va faire une tomate, qui est une tomate qui mûrit, mais qui ne dégénère pas et qui ne pourrit pas. Donc c'était une tomate qui avait un avantage extraordinaire, c'est qu'à la fois pour l'industrie, à la fois l'agriculteur, la chaîne de distribution et le consommateur, cette tomate, entre guillemets, pouvait mûrir seule et ensuite ne se dégradait pas aussi rapidement que les variétés de tomates que l'on connaissait et qui étaient travaillées d'ailleurs en génétique mendélienne depuis très longtemps. Et grâce à ça, ils ont également pu influer énormément auprès de la FDA et de l'EPA sur un certain nombre de règles de mise sur le marché et d'homologation de ces gènes, parce que c'était beaucoup plus porteur, évidemment, de dire je vais lancer une tomate dont le consommateur verra immédiatement les avantages. Et ils ont, à mon avis, influé fortement, et Sahlqvist, auprès de l'EPA et de la FDA, la façon dont on enregistrait ces nouveaux matériaux qui ont révolutionné, comme vous le savez, à la fois la propriété intellectuelle, mais au départ, comment est-ce qu'on donne une autorisation de mise sur le marché d'un gène par rapport à une nouvelle entité chimique. Et ça, c'est très intéressant. Malheureusement, ce Flavor Saver, ça a été aussi la mort
de Calgene, d'une certaine façon, qui petit à petit, et comme vous le savez, ils ont fini par être rachetés par Monsanto parce qu'ils avaient une propriété intellectuelle originelle extrêmement intéressante et que Monsanto a phagocyté cette propriété intellectuelle dans leur stratégie. Mais Flavor Saver, l'idée, c'était comment je capture la valeur. Comment je capture la valeur d'une tomate comme ça, c'est très difficile. Et ça a été toujours au début la question des biotechnologies, pas simplement la création de valeur, mais Calgene s'est dit, bon, je crée de la valeur, comment je vais la capturer? Et à partir de là, ils ont dit, ben, c'est très simple, c'est nous qui allons commercialiser la nouvelle marque de tomates Flavor Saver. Et là, ils se sont malheureusement, ils sont sortis complètement de leur zone de confort, et malheureusement, ça n'a pas pu marcher, parce que je pense que ce sont des métiers différents, et ils se sont un petit peu perdus dans la commercialisation et le lancement d'une marque de tomates spécifique, alors qu'il y avait d'autres façons de capturer la valeur, peut-être plus simples, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Calgene, qui a été à la fois pour Monsanto, mais également pour Ron Poulenc, un partenaire extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il y avait une complicité entre Salquist et Ron Poulenc, tout simplement parce que Salquist avait quand même remarqué que Monsanto avait, dès le départ, des velléités extrêmement hégémoniques. Et donc, ils étaient contents d'avoir, disons, des partenaires qui étaient différents. Voilà. Alors, on en arrive bien entendu à Monsanto. Alors, Monsanto, si vous voulez, je ne vais pas parler, c'est trop facile de dire toujours, de stigmatiser Monsanto comme le diable. Monsanto est une société qui, dans le domaine des biotechnologies, a su prendre un pari tout à fait exceptionnel. Moi, j'ai connu Monsanto, je parle de Monsanto Agro, bien entendu, complètement axé sur la chimie, etc. Et bien avant les autres, ils ont compris, et ça je remonte à 1995, bien avant les autres, ils ont compris que, à travers un homme qui s'appelait Shapiro, qui à l'époque était le patron de Monsanto, qui avait une vision tout à fait claire, lui en tout cas là-dessus. Donc jusqu'à 1995, il y avait un mix de recherche qui était à la fois chimique et sur les biotechnologies et les OGM. À partir de 1995, Shapiro a dit finalement, l'avenir de la planète repose sur cette capacité que nous avons à insérer, à introgresser des gènes dans les plantes, car nous allons résoudre non seulement les problèmes environnementaux de la faim dans le monde, mais on va également pouvoir utiliser les plantes comme des usines, et ces usines vont pouvoir nous fabriquer des produits pharmaceutiques, vont pouvoir nous fabriquer des produits chimiques, et donc le monde va changer grâce à ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était un discours très fort. La technologie avait séduit beaucoup de monde. Et je peux vous dire que c'était extraordinaire de voir le sens que cet homme a pu donner aux gens qui étaient dans cette société. Certains ont dit à certains moments que c'était devenu pratiquement une secte. Je crois que c'est complètement excessif. Mais en tout cas, ce patron a su donner un sens à ses employés dans sa vision. Il a su partager cette vision. Et il y avait vraiment des salariés de Monsanto, tous d'ailleurs, étaient complètement convaincus, au plus profond d'eux-mêmes, de la recherche jusqu'à la commercialisation, avec un engouement excessif. Et bien entendu, ils ont arrêté toutes les recherches chimiques après 1995, et ils se sont complètement axés là-dessus, avec en plus la volonté très claire d'obtenir une hégémonie, non simplement sur une technologie, mais sur le vecteur de cette technologie, c'est les groupes semenciers. Il faut savoir que l'agrochimie n'avait pas de pieds ou des pieds extrêmement modestes. Nous, on avait également un peu de participation en tant que Ron Poulenc chez Limagrain, mais n'avait pas vraiment d'emprise sur le monde de la semence. Et Monsanto a dit, pour capturer la valeur, il faut bien entendu que j'ai cette technologie au départ, mais que j'ai le conduit par lequel cette technologie va être amenée sur le marché, à savoir la semence, et donc les groupes semenciers. Alors, fort de tout ça, en 1996, il y a eu les premiers frémissements de l'arrivée des OGM en France. Bon. Et ça a été tout à fait étonnant parce que c'est pour ça que je vous raconte cette histoire aussi sur Monsanto telle que je l'ai vécue. Ce n'est pas la réalité de Monsanto, c'est tel que moi je l'ai ressenti en connaissant des gens de Monsanto à l'époque. Et ils sont arrivés en se disant, bon, nous sommes persuadés que nous détenons quelque chose qui est bon pour la planète. Donc on a beaucoup de mal à accepter
que ça ne soit pas, si j'ose dire, un cri d'enthousiasme à chaque fois qu'on arrive quelque part. Ils sont arrivés en Europe, et je pense qu'ils ont eu une lecture qui a été un petit peu difficile, parce qu'ils l'ont fait un petit peu, je dirais, ayant vécu très longtemps aux États-Unis, étudié aux États-Unis, j'adore les États-Unis, mais c'est vrai que de temps en temps, ils ont une tendance à croire que ce qui est bon pour eux peut être bon pour certaines parties du monde. Et je crois que là, Monsanto a fait l'erreur d'arriver en Europe en disant ben, on va faire la même chose. Et ils sont arrivés avec le clairon et ils ont commencé à expliquer que finalement l'Europe ne pouvait que accepter cette technologie. Et bien entendu, ça ne s'est pas bien passé parce que la campagne de communication qu'ils ont faite ne prenait absolument pas en compte, et j'y reviendrai ensuite sur... Il y a toujours un échec, il y a toujours un côté extrêmement positif sur le fait qu'ils ont voulu bousculer tout le monde, bousculer au niveau des homologations, bousculer au niveau de la société. Et à partir de là, il y avait des campagnes de publicité. On a assisté à des campagnes de publicité à l'avance. Ils invitaient les sociétés qui étaient également dans les biotechnologies et où on avait l'impression qu'ils étaient complètement en déconnexion avec le monde sociétal européen. Ils étaient en parfaite adéquation avec l'Amérique, mais complètement à côté. On leur a dit à un moment, mais je pense que c'est difficile d'écouter de temps en temps quand on a cette conviction qu'on détient une technologie miraculeuse et que, bien entendu, on pousse le bouchon un petit peu trop loin. Alors, il y a eu une époque, d'ailleurs, où avec Alain, je me souviens très bien, il a essayé, si vous voulez, vis-à-vis notamment de Monsanto et de Hoechst, de dire il faut quand même qu'on soit un petit peu vigilant. Et vis-à-vis de l'Europe, qui est quand même un pôle important à l'époque, et même vis-à-vis du reste du monde, les biotechnologies n'avaient pas de problème, et n'ont jamais eu, et n'ont pas aujourd'hui, de problème, entre guillemets, de toxicité directe sur les animaux à sang chaud. Il y avait un problème qui était un problème environnemental sur lequel on n'avait pas résolu la question, c'est que sur certaines plantes, il y a du pollen quand vous transformez une plante. Le pollen, bien entendu, porte cette transformation. Je suis désolé d'être un peu simpliste, je suis peut-être trop simpliste. Et il y a un certain nombre de plantes qui peuvent avoir un transfert sur d'autres plantes qui sont proches. Et bien entendu, ça posait un problème. Je vais vous donner un exemple. Bien entendu, ça ne marche pas pour les hybrides. C'est-à-dire que le maïs, vous pouvez avoir un maïs OGM, jamais vous ne verrez le pollen, par définition, aller se balader ailleurs. Mais pour le colza, d'hiver ou de printemps, il y avait des questions, car il y a effectivement des mauvaises herbes qui sont proches du colza, et on a vu des cross-pollinisations qui permettaient d'avoir des transferts de gènes. Donc l'idée, c'était de dire pourquoi est-ce que, compte tenu de cette question qui n'est pas encore complètement résolue, ne fait-on pas un moratoire? Les grandes sociétés disent, bon, on est d'accord pour un moratoire sur le colza, pour essayer de mieux comprendre sur le plan de la R&D qu'est-ce qui se passe et où sont les risques, mesurer les risques. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et en faisant ça, peut-être apaiser un certain nombre de gens qui avaient à juste titre des questions à poser et leur expliquer que par là même, le maïs n'était pas dans cette configuration et permettre au maïs d'avancer. Alors que là, on est arrivé à un phénomène de blocage de la part de la société, de la part d'un certain nombre du politique, qui a fait que et le colza, et le maïs, et toutes les plantes ont été bloquées à cette époque-là. Voilà. Je voulais vous parler de ça. Et en même temps, quand on a commencé à voir ça, c'est vrai que chez Rhône-Poulenc, on s'est dit il faut qu'on soit vigilant. Et cette technologie n'ayant pas une acceptation aussi évidente que l'on le pensait, il faut qu'on essaye de diminuer les risques qui sont les risques du coût de l'innovation, bien entendu, essentiellement, puisque vous savez que dans nos sociétés agrochimiques ou pharmaceutiques, l'innovation est une dépense énorme, et de réduire ce risque en faisant deux choses, en travaillant en réseau et en étant plusieurs à travailler. Et c'est comme ça que Rhône-Poulenc, avec d'autres, avec l'IMAGRIN, avec le CNRS, l'INRA, l'INSERM, a créé Génoplante, pour avoir un outil qui permette maintenant, au niveau européen, puisqu'on a pris également des semenciers allemands et des organismes de recherche allemands, d'avoir en génomique un outil relativement puissant qui nous permette, bien entendu, de décoder les génomes au début d'Arabidopsis, du riz, ensuite de maintenant 5 ou 6 cultures. Et cette
volonté a été une volonté qui a assez marqué l'histoire de Rhône-Poulenc entre 1995, je dirais, et 2000, où en fait on a dit c'est une technologie fondamentale, mais essayons, et sans le savoir, on a commencé à travailler, comme aujourd'hui travaille la majorité des sociétés en pharmacie et en agrochimie, à savoir découvrir qu'il n'est pas nécessaire de posséder toutes les compétences de recherche en interne, mais que votre force, c'est de tisser une toile qui vous permette de travailler avec des partenaires que vous n'avez pas besoin d'acheter, avec bien entendu des règles de partage de propriété intellectuelle qui vous permettent d'avancer en réduisant les risques de chacun, mais surtout en amenant des compétences que vous n'avez pas en interne et que vous n'avez pas besoin d'acquérir. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, après avec Agéloplante, il y a eu Aventis, Chris vous l'a raconté, c'est-à-dire le mariage de Hoechst et de Rhône-Poulenc, qui a été exceptionnellement réussi, mariage entre une société allemande et une société française. Et à travers ça, d'ailleurs, il y a eu deux choses. La première, c'est que ça nous a permis de comprendre aussi comment Hoechst, à l'époque, voyait les biotechnologies. Ils étaient beaucoup plus agressifs que nous. Ils avaient la volonté de également prendre des prises de position en germplasme, c'est-à-dire vis-à-vis des semenciers très très importantes. Nous, on avait plutôt la volonté de partager la valeur avec les semenciers et de travailler avec eux. Ils avaient aussi la volonté de faire basculer, d'avoir un équilibre en faveur des biotech par rapport à la chimie ou à la biologie. Et ça a été très intéressant d'arriver à un équilibre qui finalement nous a beaucoup servi pour l'avenir. L'autre chose qui est importante, c'est de reconnaître qu'on avait, du temps de Rhône-Poulenc, développé la technologie, je vous le rappelle, de résistance au glyphosate, et on avait développé des brevets sur, en fait, une partie de la construction du gène, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous donnait une position très intéressante. Et donc, on avait travaillé ça avec Decalb, d'ailleurs. Decalb a été racheté par Monsanto, et Monsanto a commencé à utiliser notre propriété intellectuelle, et on a commencé une guerre en attaquant, si j'ose dire, le dieu Monsanto. Nous avons d'ailleurs gagné, après 3 ans d'une bataille juridique importante, nous avons gagné aux États-Unis, et Monsanto a dû nous payer d'ailleurs une grosse somme d'argent pour compenser l'accès à une propriété intellectuelle qui n'était pas la leur, mais qui était celle de Rhône-Poulenc, qui était devenue Aventis. Et ça, c'est une autre partie qui est très intéressante dans notre industrie. Ça a été la découverte d'une gestion de propriété intellectuelle beaucoup, beaucoup plus complexe. La propriété intellectuelle sur le vivant n'a rien à voir avec la propriété intellectuelle sur le synthétique, sur la chimie, pardon, c'est aussi... Donc, ça a été une histoire qui a été tout à fait intéressante. Voilà. Alors, il y a eu... ce que je voudrais dire, c'est que, avant de passer à ça, je vais rester là-dessus, c'est que quand même, en conclusion de cette slide qui est très longue, c'est que quand on pense à ce que Thierry Gaudin avait écrit dans Le Monde en 2100, en 1993, il avait dit... Ces biotechnologies végétales, c'est une arme absolument phénoménale. Et ça peut transformer l'agriculture. Mais si on ne passe pas, non pas la barrière, mais si on n'arrive pas à ce que sociétalement cette innovation soit comprise, on risque de retarder d'une génération cette technologie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça en conclusion, parce qu'en Europe, je ne parle pas des États-Unis à l'heure actuelle, ni de l'Asie, mais en Europe, il est certain qu'il y a eu un retard à l'allumage de 10 à 15 ans en R&D biotech, végétale, et de certainement 20 à 25 ans pour la commercialisation, et que c'est un fait aujourd'hui, si vous voulez, et que ça, je ne pense pas qu'on le rattrape, en tout cas pour une certaine technologie. Alors, pour moi, j'en tire deux leçons extraordinaires de cette histoire que j'ai eue avec la biotechnologie. C'est la découverte que des sociétés comme les nôtres, qui étaient des énormes sociétés multinationales et qui avaient l'habitude de tout contrôler, on avait tout en interne. On n'admettait même pas que quand il y avait une discipline, on prenait ça en interne pour être sûr qu'on contrôlait tout, de découvrir que l'innovation en réseau est bien plus forte, bien plus puissante, bien plus intéressante que l'innovation que l'on contient dans une seule boîte.
Et la deuxième chose, c'est que, et je crois que ça sera vrai pour encore très longtemps, dans les sciences de la vie, les innovations doivent être absolument et très en amont étudiées par des gens qui appartiennent à la discipline de la sociologie. Alors il y a ici des gens des sciences humaines qui sont beaucoup plus forts que moi pour en parler, mais je pense que les grandes sociétés, on commence à le faire dans les très grandes sociétés, nous prenons des sociologues qui réfléchissent très en amont, mais quand je dis très en amont, c'est au moment des premières études, si vous voulez, toxicologiques sur de nouvelles technologies, pour savoir comment la société peut accepter une innovation. Et c'est fondamental dans la construction de ce que l'on fait. C'est un risque qui doit être mesuré, qui doit être pris en compte exactement comme des études de toxicité à long terme ou des études de métabolisme, parce que vous pouvez faire tout. On dit, vous avez dit tout à l'heure, les sciences inhumaines, avoir quand on est scientifique, avoir une certaine forme d'autisme émotionnel, excusez-moi, qui fait qu'on en oublie le fait qu'une technologie, ce n'est pas parce qu'elle est géniale, parce qu'elle est brillante, parce qu'elle nous apparaît comme quelque chose une rupture passionnante, que la société peut l'absorber. Et sociétalement et sociologiquement, il faut que nos industries cèdent de spécialistes qui nous permettent de décoder un petit peu quelle est, à un moment donné, la position de la société pour accepter ce genre de choses. Voilà. Et c'est très important, parce que je pense... Alors là, je vous montre des slides, je vais vous les expliquer. Je pense que ce que vous allez voir sur ces slides est pour partie, je dis bien pour partie, lié à l'affaire des OGM. Ça, ce sont des enquêtes qui sont faites toutes les 2 ans par, en fait, l'Association européenne de l'industrie chimique, et qui regroupe toute la chimie, l'agrochimie, et également des groupes pharmaceutiques. Et en fait, on va dans tous les pays de l'Union, et on prend un échantillon significativement représentatif de la population, c'est-à-dire en général 1000 à 1500 personnes de la rue, qu'on interviewe de toutes les couches, et on leur pose une question. Et cette question, vous la voyez en haut. Alors, ce qui est en bleu, c'est « je suis d'accord », c'est-à-dire que, oui, par exemple, je pense que la chimie est une industrie en qui on peut avoir confiance. Excusez-moi, il y a des fautes d'orthographe, c'est de la traduction d'anglais, je suis désolé. La chimie est une industrie en qui on peut avoir confiance, en qui je peux avoir confiance. Et donc, chacun dit, bah oui, je suis d'accord avec ça, oui, j'ai confiance ou j'ai pas confiance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est où se situe la France. La France est en bas du tableau et elle est 12 points en dessous de la moyenne européenne. Oublions ceux qui sont tout en haut, mais la moyenne européenne, c'est ce qui est un peu plus clair. Vous voyez, bleu ciel et jaune, je ne sais pas quoi, pinson. Et vous voyez qu'on est très en dessous de la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'il y a, de toute évidence en France, un blocage sur du citoyen, je le répète, hein, sur comment est-ce qu'il voit l'innovation chimique comme quelque chose qui peut lui servir. Alors, de la même façon, quand on pose la question est-ce que vous pensez que les bénéfices d'une technologie moderne sont supérieurs à ses risques, vous voyez également que la France est encore 14 points en dessous de la moyenne. Et ça là, vous voyez, je crois que c'était une source en 2008 et 2010, ça se fait tous les 2 ans, et ça s'est dégradé depuis 2000, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une dégradation 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Alors, je n'ai pas pris les résultats 2012, mais ça n'a pas changé. Donc, vous voyez qu'on a également, de la part de la France, encore une fois, le fait qu'en France, on ne considère pas forcément, par rapport au reste de l'Europe, qu'une technologie moderne peut apporter quelque chose de positif, mais plutôt de négatif. Et enfin, bon, parce que c'est quand même fait par les industries agrochimiques, chimiques et pharmaceutiques, est-ce que la chimie au sens large contribue à ma qualité de vie par des produits nouveaux et plus sûrs? Bon, d'abord, je pense que l'homme de la rue n'est pas toujours conscient de ce qui est chimique autour de lui, et si on lui retirerait, il serait un petit peu démuni. Mais la question est très intéressante, parce que là encore, vous voyez, alors là, il y a un gap de 15 points sur la position de la France par rapport à la moyenne de l'Europe, qui pense que la chimie ne contribue pas à sa qualité de vie ou à l'amélioration de sa qualité de vie par des produits qui sont nouveaux et par définition en général plus sûrs. Bon, voilà, je voulais vous traduire ça parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder
à l'esprit lorsqu'on est en France. Et moi qui ai dirigé des centres de recherche, enfin qui ai supervisé des centres de recherche en France, je peux vous dire que, en fait, il y a effectivement une résistance forte à l'innovation industrielle, alors que nous avons en France des gens et enfin, on a une qualité en fait d'éducation et de chercheurs qui est tout à fait remarquable. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer plus rapidement, parce que je voudrais, mais très rapidement, parce que c'est assez simple comme slide, vous parler de ce que je pense de la place, encore une fois, des nouvelles technologies dans l'agriculture et le défi alimentaire que nous avons. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Aujourd'hui, nous avons par jour 7200 bébés qui meurent de faim. Et nous avons par minute 158 bébés qui naissent. Bon, c'est un défi alimentaire gigantesque quand vous mettez ça à l'échelle de la planète. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi que nous avons n'est pas maigre. Or, nous avons eu une première révolution verte qui s'est passée et qui est celle que nous vivons à l'heure actuelle. Cette première révolution verte, c'est celle qui n'a été amenée par les engrais. Lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sont arrivés les engrais, les produits de protection des cultures et la mécanisation. Ça a touché bien entendu la triade, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, mais ça a ensuite diffusé sur les pays émergents. Et en fait, cette première révolution a permis effectivement un accroissement spectaculaire de la production, puisqu'elle a plus que quadruplé, et ce bond technologique a permis de nourrir quand même 4 milliards de personnes en plus au niveau de la planète. Mais vous voyez la petite barre que je vous ai mise, il y a une ligne verte comme ça, puis il y a une petite barre qui est plus horizontale, c'est que depuis 15 ans, on s'aperçoit que les rendements moyens, si on fait une moyenne dans les pays développés et les pays en voie de développement, les rendements n'augmentent plus. Ils n'augmentent plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que la pente de la courbe a changé avec la même utilisation de technologies. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des produits nouveaux, mais ces produits, que ce soit dans les engrais ou dans les productions de culture, il y a un net tassement de la courbe en termes d'augmentation des rendements. Alors, ça veut dire aussi que cette technologie n'a pas été pervasive de la même façon dans le monde. Ça, c'est très simple. C'est une courbe qui vous montre l'augmentation des productions de maïs. La courbe jaune et rouge, c'est Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. La courbe verte et bleue au milieu, c'est Europe de l'Est et Asie. Et en bas, c'est l'Afrique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout bêtement que, évidemment, la technologie n'a pas pénétré de la même façon et que ce gap a continué à exister. Ça veut dire que cette première révolution n'a pas tassé complètement la moyenne en apportant à tous la même chose. C'est une évidence. Là, je vous mets simplement la part de l'alimentation dans le budget d'une famille moyenne dans les pays concernés. C'est une source qui vient du Time en 2011. Et vous voyez que, en fait, ce que l'on sait déjà, c'est que... c'est qu'il y a une disparité énorme du poids de l'alimentaire dans les budgets des familles moyennes. Si vous êtes en France, on sait qu'aujourd'hui, ça pèse à peu près 14%. Si vous êtes aux USA, ça pèse 7%. Une famille moyenne, c'est parfaitement normé et on voit qu'il y a en moyenne, disons, entre 10 à 15% du revenu moyen d'un ménage dans les pays développés qui est destiné à la nourriture, et il y a entre 50 et 80% dans les pays en développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous avez des fluctuations sur le prix des matières premières, l'impact n'est pas du tout le même si vous avez une augmentation de 10% du prix des matières premières quand vous avez 80% de votre budget qui sert à la nourriture et quand vous en avez 10%. C'est pour ça que vous voyez des révoltes et même des morts dans les rues lorsque le prix du riz ou de la farine augmente. Alors cette courbe que je vous ai montrée au début sur la croissance, vous voyez que si vous prenez la courbe de population que je viens de mettre, pendant les 50 premières années ou 40 premières années, les courbes qui sont les courbes de production de blé et de riz ont eu une pente de croissance supérieure à la croissance de la population. Il y a eu le plateau dont je vous ai parlé, le plateau dont on parle, que l'on voit pour le riz, le blé. Et le grand enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de faire redémarrer la productivité de telle sorte qu'on aura une pente supérieure à la croissance de la population. Je n'ai pas besoin de vous dire que la croissance de la population, c'est effectivement quelque chose qui est
fondamentale. Alors, quels sont les défis de la nouvelle agroéconomie? Ils sont un petit peu différents de l'agriculture qu'on a connue entre les années 50 et les années 2000, puisque la population mondiale, on y reviendra, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais il y a également, compte tenu du développement des pays émergents, et tant mieux, une augmentation considérable de la consommation de viande, et vous verrez que la production de viande exige de l'agriculture des productions beaucoup plus importantes. J'y reviendrai. Ensuite, vous savez que les biocarburants, l'énergie renouvelable à travers les biocarburants est arrivée et que nous avons des biocarburants de première génération qui sont en compétition avec le maïs qui sert à nourrir, bien entendu, les bétails. En deuxième génération, ça va disparaître, bien entendu, puisqu'il y a maintenant, on a des usines pilotes qui montrent qu'on est capable d'utiliser en deuxième génération des produits qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale. Mais il y a d'autres questions qui se posent là-dessus. D'ailleurs, l'Europe est assez active dans ce sujet, mais d'autres questions qui posent sur la rentabilité de ce sujet-là. Et enfin, les changements de climat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il y a une concurrence sur les sols disponibles, les sols, bien entendu, les terres agricoles, entre les cultures vivrières destinées à l'alimentation humaine, les cultures fourragères destinées à l'alimentation animale, les cultures bioénergétiques, et il y a également une augmentation très forte avec les cultures, ce qu'on appelle les cultures de fibres, c'est-à-dire ce que vous connaissez comme le coton, notamment le coton, le lin, etc., qui sont de plus en plus en demande et qui représentent des centaines de millions d'hectares de cultures aujourd'hui dans le monde. Alors, le problème, c'est que quand on parle de la croissance de la population, on vous dit, voilà, il y a 240 000 personnes de plus sur la planète par jour, ça veut dire 70 millions par an, c'est-à-dire que chaque année, on a la population de la France qui arrive sur la planète. Tout ça, on le sait, le problème, c'est que ce n'est pas réparti d'une façon homogène. Et le problème des moyennes, c'est que ça écrase tout. Bon, en Europe, on le sait, nous allons, en fait, entre 2000 et 2050, perdre 35 millions d'habitants. Et si je prends l'Asie et l'Afrique Moyen-Orient, vous voyez que nous avons pratiquement près de 3 milliards de personnes en plus sur la planète qui viennent de l'Asie et de l'Afrique Moyen-Orient. Et il n'y en aura que 340 millions qui viendront sur les Amériques. Donc il y a un déséquilibre total sur la croissance de la population dans le monde. Et on ne peut pas en parler d'une façon générale. Alors ensuite, il y a la question des terres cultivables. Les terres cultivables, c'est très simple. Le globe, la Terre, notre bonne Terre, fait 500 millions de kilomètres carrés. Sur ces 500 millions de kilomètres carrés, il y a 360 millions de kilomètres carrés d'eau. Ensuite, il y a 150 millions de kilomètres carrés de terres émergées et il y a 15 millions de terres cultivables. C'est-à-dire que 3% de la planète, ou 15% des terres émergées de la planète, sont cultivables. Quand je dis cultivables, c'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, la terre nécessaire pour le faire, les agriculteurs qui savent cultiver la terre, et les infrastructures qui permettent, bien entendu, de faire arriver des choses et de reprendre des cultures pour les distribuer. C'est-à-dire que par rapport à un potentiel de terres émergées de 150 millions, il y a 10% de terres cultivables. Et il ne faut pas se leurrer, on ne va pas faire passer ça à 20%. Vous le voyez ici, vous voyez les terres émergées, il y a 33% qui, de toute façon, déserts, glaciers, montagnes et les villes, on ne va pas faire d'agriculture là-dessus. Et ensuite, il y a les steppes et les forêts. Vous savez qu'à travers la photorespiration et la photosynthèse, les plantes pérennes, par définition, c'est-à-dire les prairies et les forêts, sont absolument fondamentales pour l'équilibre des gaz à effet de serre et pour l'empreinte carbone de la planète, puisque les forêts et les steppes détoxifient, si j'ose dire, le CO2 que nous produisons d'une façon très importante. Donc vous ne pouvez plus vous permettre, tout le monde le sait, on se calme sur, bien entendu, les déforestations, et ça, c'est quelque chose qui fait que les 10% ne bougeront pas beaucoup. Il faut savoir que ces 15 millions, qui représentent donc 1,5 milliard d'hectares, ne sont pas stables. Chaque année en France, vous avez 75 000 hectares de terres cultivables de très bonne qualité qui s'en vont. Et ils s'en vont essentiellement par l'urbanisation. Dans le monde, vous avez 8 à 10 millions d'hectares qui disparaissent par an, entre l'Asie, l'Afrique, etc. Alors ça peut être essentiellement à cause de l'urbanisation, ça peut être à cause de l'érosion des sols, ça peut être à cause de la salinisation des sols.
Donc, et il y a un volant de terres cultivables sur les 1,5 milliard d'hectares. Il y en a à peu près 100 à 200 millions qui sont encore, entre guillemets, potentiellement agricoles. Donc ça veut dire qu'on est passé très rapidement de un demi-hectare par personne sur le globe en 1950, disponible pour se nourrir, à 0,20 hectares en 2050, quand nous serons à peu près 9,2 milliards sur la planète. Alors, je vais vous parler maintenant de... Ça, c'est une règle de 3, vous savez la faire, c'est-à-dire que j'ai pris les terres cultivables, j'ai pris les populations que je vous ai montrées, et on divise, et on voit que, vous voyez qu'en Europe, il y a 4100 mètres carrés par personne. Aujourd'hui, en Amérique, 4003, en Asie, 1200, en Afrique, Moyen-Orient, 2200. Et quand vous prenez l'évolution de la population, vous voyez les chiffres changer. En Europe, on augmente puisque notre population diminue, et en Amérique, on diminue un peu, mais en Asie, on tombe à des niveaux qui sont extrêmement faibles. Et pire que ça, il faut se parler de l'eau. Vous savez que l'agriculture prend 70% des réserves d'eau potable annuelles chaque année. L'industrie en prend 20 et les privés en prennent 10. Enfin, les ménages, excusez-moi, les ménages en prennent 10%. Donc l'agriculture est un énorme consommateur d'eau et donc vous ne pouvez pas faire d'agriculture sans eau. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une disparité énorme en termes de disponibilité de mètres cubes d'eau par an et par habitant selon les régions. Et il faut que vous sachiez que lorsqu'on est en dessous de 7000 mètres cubes par an, on ne peut pas faire face à la fois aux demandes de l'agriculture, aux demandes industrielles et aux demandes personnelles, et aux demandes des ménages. Donc vous voyez que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, par définition, ont un problème qui est un problème colossal, qui n'est pas simplement de disponibilité de terres arables, mais également de disponibilité d'eau. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que ces endroits ne seront pas autosuffisants en termes d'alimentation. Ce n'est pas un secret, vous savez que le Brésil, aujourd'hui, nourrit pratiquement la Chine, si j'ose dire, en termes de viande, en termes de céréales, en termes de soja, et que ça va continuer comme ça pendant encore très longtemps. Donc il faudra que la production ou la productivité agricole raisonnée augmente en Europe et aux États-Unis pour pouvoir nourrir le reste de la planète, car ils ne seront pas, par définition, capables de le faire eux-mêmes à hauteur de leurs besoins. Dans le schéma, je vous ai parlé de la viande. Bon, il faut savoir que dès 1997, les pays en voie de développement, en chiffre absolu, consommaient autant de viande que le monde développé. Et en 2020, ce qu'on appelle les pays émergents, et le monde consommera le double en chiffre absolu de ce que consomment aujourd'hui les pays développés. Et c'est normal, lorsque le niveau de vie augmente dans un pays, et heureusement, les gens ont plus de moyens, et quand ils ont plus de moyens, ils souhaitent acheter des protéines qui sont des protéines animales, et autant que possible de la viande blanche, de la viande rouge, comme nous on le fait depuis des siècles, et on trouve ça normal. C'est un petit peu ironique quand je vois des gens qui vont en Chine et qui expliquent aux Chinois que pour sauver le reste du monde, il va falloir qu'ils mangent des protéines en bouffant des insectes. Les Chinois, à juste titre, disent « vous êtes gentils, mais moi, je veux manger de la viande rouge autant que des insectes ». Donc il faut être cohérent et dire qu'il sera très difficile de démontrer aux Chinois de devenir végétaliens ou végétariens et d'arrêter de manger de la viande rouge alors qu'ils n'y ont jamais touché. Et quand ils ont un niveau de vie qui augmente, à juste titre, ils ont envie d'avoir des protéines animales. Et le problème, c'est que pour 1 kg de viande rouge, vous avez besoin de 8 kg de céréales ou de matériel végétal. Or, 1 kg de viande, c'est 3400 calories. 1 kg de grains, c'est 3400 calories. Donc vous voyez que les demandes que met l'alimentation animale sur les sols est absolument gigantesque. D'où, bien entendu, le développement d'un certain nombre de choses, y compris les farines de poisson, qui ne sont pas forcément louables, et d'ailleurs des expérimentations qui sont faites aujourd'hui avec des farines d'insectes pour nourrir le bétail. Mais enfin, on est loin d'arriver aujourd'hui à un équilibre. Donc tout ça fait que, par rapport à ces défis, dans les années, tout au début, à la fin des années 90, des groupes comme les nôtres ont découvert ce qu'on appelle l'agriculture de précision. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'on pouvait mesurer ce qui se passait dans un champ, et ça a été révolutionnaire. Ça vous paraît peut-être complètement simpliste, ce que je vais vous dire,
Mais on a découvert que dans un champ de 1 hectare ou de 10 hectares, quand on disait qu'on produisait 90 quintaux de blé, en fait, grâce à l'agriculture de précision, on a été capable de voir qu'il y avait des disparités gigantesques et qu'à certains endroits de cet hectare, on produisait 20 quintaux de blé et à d'autres endroits, on en produisait 180. Pourquoi ? Parce que l'eau s'évacuait moins bien, parce que les nutriments du sol étaient différents, parce que les engrais étaient mal répartis, parce qu'il y avait de l'eau qui s'entassait, du gel, le froid, le chaud. Et ça a été un déclic énorme, parce qu'on sait, quand on prend une variété de blé, ce qu'elle est capable de faire à l'optimal. Vous n'avez pas d'insectes, vous n'avez pas de mauvaises herbes, vous n'avez pas de champignons, vous avez la température qu'il faut, l'ensoleillement qu'il faut, l'eau qu'il faut, et votre plante de blé va produire 100%. C'est son potentiel de productivité. Quand vous la mettez dans les champs, et je parle en France, je ne parle pas dans le Sahara, vous arrivez à 30%. C'est-à-dire que tout ce qui affecte la plante, que ce soit le sol, l'environnement, etc., ne lui permet que de faire 30% de son potentiel total. Si je prends la première révolution verte, on monte à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste encore 40% du potentiel de cette plante qui est dû à des pertes de production, de gel, de chaleur, mais également à, quelquefois, et très souvent, l'incapacité de cette plante, pour des raisons X ou Y, de pomper les nutriments qui existent dans le sol naturellement, mais qu'elle pompe plus ou moins bien compte tenu de l'écosystème. Et à partir de là, beaucoup de groupes, autour des années 2000, se sont dit, mais en fait, il y a quelque chose qui est étonnant. D'abord, on peut augmenter sur des plantes mendéliennes, on ne parle pas d'OGM là, sur des plantes, des variétés existantes, encore d'une façon importante la productivité de cette plante. Et donc, on s'est dit, finalement, pendant des années, avec la première révolution verte, on a mis des plantes dans un sol et puis on a cherché à changer le micro-environnement de ce sol en apportant des engrais, en apportant des produits chimiques, en essayant de faire évoluer le micro-environnement de la plante pour qu'elle se développe mieux. Et dans la deuxième révolution verte, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de changer systématiquement le milieu dans lequel est la plante, on ne va pas changer la plante elle-même pour s'adapter au milieu? Et grâce aux armes que nous avons, que ce soit la biologie moléculaire, la biochimie, etc. etc. Alors, tout ça est un peu simpliste, je m'en excuse par avance, mais c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle la nouvelle discipline de santé des plantes depuis le XXIe siècle, qui fait que tous les grands de l'agrochimie ont commencé à chercher d'une façon très importante comment est-ce qu'on pouvait aider les plantes à mieux résister au froid, mieux résister au chaud, mieux résister au manque d'eau, mieux résister à la salinité. Comment est-ce qu'on peut stimuler les défenses naturelles d'une plante, puisque vous savez que les plantes ont en elles-mêmes des pesticides très puissants et qu'on peut essayer de déclencher une production de ces pesticides à l'intérieur de la plante qui sont plus importants ou de résistance aux insectes ou aux maladies. Et enfin, comment est-ce qu'on peut permettre à une plante de mieux pomper dans un sol qui n'est pas forcément très riche les nutriments qui sont dans le sol? Et je ne parle pas, encore une fois, du Maghreb, du Groenland. Je parle de nos régions où, si vous arrivez à faire ça, eh bien, les endroits où vous aviez 20% par rapport aux 100 quintaux hectares ou 90 quintaux, quand vous étiez à 20 quintaux, vous allez remonter ça, disons, naturellement et arriver à des performances que vous ne pouviez pas avoir avant. Et enfin, bien entendu, un travail sur les outils diagnostiques et les drones qui permettent d'analyser au niveau micro comment est-ce qu'on peut analyser et recevoir des informations d'un champ ou d'une parcelle pour permettre de mieux appliquer l'agriculture. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pour vous dire que c'est des mutations énormes, parce que ça veut dire que vous avez des budgets aujourd'hui dans les entreprises qui représentent beaucoup, on arrête, qui représentent beaucoup, qui sont complètement changés de la chimie vers ce que je viens de vous décrire. Et je termine avec une seule slide pour vous dire que tout ça, c'est très beau. L'innovation, c'est très beau, mais on va revenir à la société. Je pense, et je l'espère, nos sociétés, à travers la révolution biotechnologique et les erreurs qui ont été faites, sont devenues moins autistes émotionnellement, et nous commençons à réfléchir à comment est-ce qu'il est important que la société absorbe des innovations. Mais il y a une chose qui est vraie. Les pays riches aujourd'hui, que ce soit l'Angleterre, la France, les États-Unis, ont entre 35 et 37% de leur nourriture préparée ou non préparée et non touchée par l'homme qui vont à la poubelle.
37%. Donc le monde développé jette 37% de tout ce qu'il produit. Je dis bien qu'il produit, que ce soit des fruits, des légumes, ou que ce soit des plats cuisinés, etc., sans que ça soit touché par l'homme. C'est gigantesque. Si vous arrivez à diviser ça de moitié, vous nourrissez 1 milliard d'individus en plus. Alors, dans les pays, des pays en développement, ils n'ont pas notre chance, mais ils ont un autre problème, ils n'ont pas notre richesse, ils ont un autre problème, c'est qu'eux, ils ont besoin plus en amont, notamment après la récolte, essentiellement, après la récolte, de protéger mieux leur culture. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que nous pouvons tous faire quelque chose. Et les petits quelque chose que vous faites en tant que riches, aujourd'hui, par rapport au reste du monde, sur la façon dont vous consommez la nourriture et dont vous regardez comment les choses sont consommées, peut aider. Alors, je vous accorde que si on avait moins de normes, on s'en sortirait mieux, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il est inacceptable que 37% en moyenne de notre nourriture aille à la poubelle sans être touché par l'homme. Voilà, ce n'est pas de la biotechnologie, c'est du bon sens. Merci.